Il s'agit d'une introduction à cette conférence. Je vous remercie, Madame et Monsieur de la presse, d'être venus à cette convocation, à cette invitation. Le ministère de la décentralisation est l'instrument par lequel le gouvernement veut organiser le deuxième forum national sur la décentralisation. En effet, il s'agit d'un moment très important, extrêmement important. Après avoir lancé la décentralisation par la Constitution adoptée au référendum en 2006 et le démarrage de la décentralisation en 2007, il est donc temps de vérifier ce qu'il en est de cette grande réforme. Est-ce que les objectifs ont été atteints ou est-ce qu'il faut faire des réformes dans la réforme? Nous avons eu un premier forum sur la décentralisation en 2007. Celui-là, c'était plutôt un forum de conception. On a dégagé un document très important, le SysMod, qui fixe en 7 axes, si vous voulez, les étapes ou plutôt les dimensions qui devaient être mises en œuvre pour traduire cette réforme. En quoi la réforme a consisté et qu'est-ce que nous allons évaluer? Vous avez la Constitution qui fixe 3 niveaux de l'exercice du pouvoir. Pour bien comprendre la chose, pendant longtemps, pendant plusieurs décennies, plus de 40 ans pratiquement, notre pays a évolué sous un mode de gestion qui était la forte centralisation du pouvoir. Les dirigeants ont pensé qu'ils pouvaient atteindre le développement d'un sous-continent comme celui-ci à partir de Kinshasa. Il s'est avéré en 2006 que ceci n'était pas possible. Disons que pour l'historique, déjà les années 88, lorsque le Kivu a dégagé 3 provinces dans le nord, le sud et le Maniema, c'était des prémices de la décentralisation, mais elle était encore timide. Mais en 2006, pratiquement reprenant une des résolutions de la conférence nationale souveraine, qui ramenait les provinces de 11 à 26, avec la ville de Kinshasa, la capitale. Nous avons donc ce mode de gestion qui s'est avéré être le plus approprié. Sun City, évidemment, y aura beaucoup contribué. Il fallait un changement radical de gestion du pays. Et il fallait, quand vous lisez la Constitution, vous avez 3 niveaux. Le niveau central, le gouvernement central si vous voulez, vous avez le niveau provincial et vous avez le niveau des entités territoriales décentralisées, les ZTD, comme on les appelle. Et les ZTD, dans le cadre de notre législation, c'est les villes, ou la ville, la commune, et au niveau plus local, au niveau de la base, vous avez les secteurs et la chefferie. Par contre, les entités déconcentrées qui sont restées dans le domaine de la territoriale, du ministère de l'Intérieur, vous avez, si vous voulez, le territoire, vous avez le groupement et vous avez le village. Donc, le législateur a voulu fixer le développement à travers l'exercice du pouvoir au niveau central, au niveau de la province et au niveau des ETD, des entités territoriales décentralisées que je viens d'énumérer. Alors, mais quand vous lisez également la Constitution, elle vous donne trois types de compétences. Les compétences au niveau central, du gouvernement central, les compétences des provinces et les compétences qui sont concurrentes. Les compétences, ce sont les attributions. Et donc, du coup, nous avons 2 axes qui constituent toute décentralisation. C'est le transfert des compétences. Et dans notre cas de notre pays, nous avons aujourd'hui des secteurs comme l'agriculture, l'enseignement primaire et secondaire, l'enseignement professionnel et technique. Nous avons la santé,
nous avons, si vous voulez, la pêche et l'élevage. Nous avons également le développement rural. Tout cela, ça constitue les premiers domaines, les premières matières qui sont à partir des lois spécifiques des secteurs qui sont décentralisés. Mais quand vous lisez la Constitution, vous avez beaucoup d'autres matières et on le fera au fur et à mesure. Maintenant, d'un côté, vous avez ce transfert de compétences, de l'autre côté, vous avez le transfert des ressources, parce que c'est bien beau de donner des attributions aux provinces pour régler les questions d'agriculture, donc d'alimentation, ou les questions de santé, ou les questions d'éducation, bien sûr en gardant des programmes nationaux dans chacun des secteurs, ou alors le développement rural est donc électrifié et donner de l'eau potable à tous. Mais vous n'y arrivez pas si vous n'avez pas fait le transfert des ressources. Et le transfert des ressources suppose qu'il y a 40% rétrocédés dans les provinces. Vous entendez ces questions se poser. Vous avez, si vous voulez, la nomenclature des taxes, des impôts et des redevances qui permet aux ETD, aux provinces d'abord, et puis aux ETD, d'avoir des capacités légales de collecter des taxes et des impôts, ce qui devrait les aider, en plus de 40% de rétrocession, à faire de leur budget des budgets importants pour régler les problèmes de la population. Vous avez ensuite d'autres matières quasiment nouvelles, comme la redevance minière, avec la loi de 2018, qui permet à ce que les ETD, où sont extraits les minerais, bénéficient de 15% ou encore de 0,3% des chiffres d'affaires pour ce qui est de projets communautaires. Mais vous avez aussi la Caisse nationale de péréquation. C'est aussi du domaine du financement de la décentralisation. Cette caisse qui va fonctionner pour la première fois, qui fonctionne déjà, mais qui va véritablement démarrer son programme à partir du mois de janvier, parce que le budget en discussion au niveau du Parlement va devoir retenir 10% du budget national. C'est un montant très important, c'est plus de 600 millions de dollars. Cet argent va aider les provinces et les ETD par solidarité nationale à avoir une sorte d'équilibre de développement. Il ne faut pas qu'il y ait des provinces qui soient très riches, des villes qui soient très riches, des communes qui soient très riches, ou secteurs ou chefferies, et d'autres qui soient extrêmement pauvres. Donc ça va réguler, évidemment, à partir du principe de l'inversion. Ceux qui reçoivent plus comme rétrocession, sur les 40%, ils recevront plutôt moins lorsqu'il s'agira de la Caisse nationale de péréquation. C'est ça la solidarité nationale. Alors, nous allons donc évaluer tous ces aspects. Particulièrement, nous avons des élections qui ont eu lieu 2 fois déjà. Ça aurait dû être déjà 3 fois, mais depuis 2007, on n'a eu que 2 fois les élections provinciales. Et vous savez que les élections provinciales dégagent aussi bien les membres de l'Assemblée, y compris les bureaux, les gouverneurs de province et leurs vice-gouverneurs qui nomment des exécutifs provinciaux, mais aussi c'est des assemblées provinciales que nous viennent les sénateurs. Donc ils sont l'émanation des élections provinciales. Nous aurons à nous interroger si ces élections se passent bien. On a décrié par-ci par-là des phénomènes comme la corruption. C'est important de savoir si les dirigeants à ce niveau-là sont issus des processus entachés ou des processus corrigeables. Mais nous avons aussi cette question récurrente de l'instabilité au niveau des provinces. Tous ces gouverneurs qui partent à quelques mois du début de leur fonction, où est-ce que c'est justifié? Est-ce que les procédures sont respectées? Est-ce que fondamentalement il y a des rapports de gestion ou c'est des questions plutôt sentimentales, épidermiques et comment les résoudre? Nous avons des élections au niveau urbain, municipal et local qui ne sont pas encore tenues. C'est pas normal. Le budget 2020 prévoit la tenue pour la première fois de ces élections. Nous espérons qu'elles seront tenues, mais en même temps, il y a le fonctionnement de ces entités qui va se poser. Alors, vous avez la question du découpage. Nous avons 15 nouvelles provinces, c'est extraordinaire, avec des cours d'appel et des parquets généraux
pratiquement décentralisé, ce qui permet de régler par ailleurs des problèmes, même judiciaires. S'il fallait quitter Badolité pour faire former appel à Mbandaka, aujourd'hui vous formez appel sur place à Badolité, et de Kalemi à Lubumbashi, c'est une longue distance. Aujourd'hui, les distances se sont rapprochées. Alors, en définitive, au-delà des normes, au-delà de la Constitution, au-delà des lois, parce qu'il y a un arsenal législatif très riche qui a été adopté, l'exercice que nous faisons ici et l'exercice que nous allons faire procède aussi de l'appropriation de la décentralisation. Toute réforme doit avoir la population qui s'en approprie. Et je dis tout ceci pour que ce soit largement diffusé. Le forum, pour aller vers la conclusion, va nous aider, si vous voulez, à évaluer l'architecture institutionnelle issue des élections au sens de la décentralisation. J'ai parlé des exécutifs et des assemblées provinciales. Comment se font ces processus? On va se projeter dans le futur pour les élections urbaines, municipales et locales qui arrivent. Mais en même temps, le forum vise à savoir s'il y a eu plus de développement depuis la réforme de 2006 ou pas. Est-ce que nous avons fait des surplaces comme si c'était du temps où l'État était géré de façon fortement centralisée, où il y a des questions de développement que nous avons atteintes. Le forum va aller vers ce qu'on appelle la gouvernance locale. Nous allons vérifier pour savoir si la décentralisation a apporté plus de qualité en matière de gouvernance ou de bonne gouvernance, ou si on fait du surplace. On va évaluer tous ces aspects, y compris au niveau de l'administration. Nous avons la fonction publique provinciale, nous avons des édifices en province, nous avons toutes ces questions de plans de développement et des budgets provinciaux, y compris des aspects de budget participatif. Toutes ces questions seront évoquées. J'essaie de résumer pratiquement le travail qui va se faire pendant 4 jours. Et le but, c'est de voir là où ça n'a pas bien marché et proposer des remèdes. Mais évidemment, nous avons l'article 220 de la Constitution qui, dans son alinéa numéro 2, interdit formellement, si vous voulez, de réduire les prérogatives des provinces et des ETD. C'est comme si vous alliez vers un 3e mandat d'un chef d'État. Pourquoi? Parce que la conscience collective des dirigeants et de la population, parce que la Constitution est passée au référendum, c'est de dire plus jamais la centralisation du pouvoir. Il faut donner des pouvoirs et des prérogatives aux provinces et au niveau le plus bas pour permettre au pays de se développer. Tenez bien, la Belgique, c'est un pays fédéral. Il équivaut en superficie à certains de nos territoires, mais s'il est fédéral, a fortiori la RDC, qui fait 80 fois la Belgique, ne devrait, à défaut d'être fédéral, pour le fédéraliste, être au moins profondément décentralisé. Donc, nous y sommes, le chef de l'État sera là, les hautes autorités du pays seront là, vous avez 600 participants qui se préparent à venir de toutes les provinces du pays prochainement, la semaine prochaine, donc du 11 au 14. Kinshasa sera véritablement, enfin elle est la capitale de la RDC, mais ça sera physiquement avec tous les représentants. Vous avez au moins 12 personnes qui vont venir de chacune des provinces. Gouverneur, président de l'Assemblée, quelques ministres, quelques membres parmi la députation provinciale, mais nous avons quelques chefs coutumiers, mais aussi nous avons au niveau national, sans compter les experts internationaux qui arrivent, y compris dans certains pays qui ont fait des progrès comme le Sénégal ou l'Afrique du Sud, et d'autres experts d'ailleurs qui sont déjà arrivés et qui sont dans cette salle pour certains. Nous aurons des représentations des autorités nationales au niveau de 2 chambres, au niveau du gouvernement, au niveau de la société civile. Nous n'avons pas oublié la jeunesse, ni les organisations féminines, ou encore les personnes vivant avec handicap. Nous voulons repartir sur de nouvelles bases. Peut-être que prochainement, nous l'espérons, on n'aura pas à attendre 10 ans pour faire l'évaluation,
On devrait le faire, si pas chaque année, tous les 2 ans. Il faut maintenir, j'allais dire, la pression. On ne va pas se développer autrement que par une forte décentralisation avec des mécanismes de contrôle. Et c'est ça l'avenir. L'avenir du pays est à ce niveau-là. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Et puis, juste après, va intervenir la partie de questions-réponses. Par rapport aux nominations, on va le faire par palier. Et puis, on va aller rapidement. Alors, avec votre relation sur l'excellence de ce ministre d'État, je vous invite à dévoiler votre discours, votre speech. Une décision de votre part donc, qui est décriée parce que certains vous pointent comme complices de la situation des tensions observées au niveau de Minembwe. La décision donc, de l'érection de Minembwe en commune rurale. Il y a les autochtones qui étaient quasiment opposés à l'érection de Minembwe en commune, de peur qu'elle se transforme en provinciale et puisse déclarer une sorte de sécession. Qu'est-ce que vous en dites? Je vois le potentiel. Évidemment, j'ai part de la question posée par mon confrère Dominique. Pour prendre les cas des Minembwe et pourquoi pas d'autres cas, j'aimerais savoir si, partant des autres cas, on sait comprendre que la réforme a quelque peu engendré un peu plus de problèmes que produit des solutions. Que va-t-on attendre du forum? Va-t-on admettre de faire pour ces cas-là des marches en arrière? Et puis, juste une deuxième petite préoccupation. Je note le maître mot, c'est l'évaluation. Mais qu'est-ce qui va suivre après? Sûrement, ce seraient des propositions. Mais est-ce que ces propositions auront-elles force d'application? Avoir une réponse sur la question de savoir si la décentralisation a projeté les pays vers le développement. Même, je me suis juste rendu compte par votre exposé que c'est une matière qui sera débattue lors de travaux qui se préparent. Par contre, je voudrais savoir, il y a une épineuse question relative à la rétrocession qui ne permet pas à plusieurs provinces de se développer. Comment vous, qui êtes un peu à la tête de ce processus de la décentralisation, comptez débattre cette question en tant que membre du gouvernement pour justement permettre aux provinces de rentrer dans leurs droits? On commence par la dernière. On va aller à montant parce que la première est un peu à l'écart du sujet principal, mais je répondrai, ne vous en faites pas. Alors, la dernière question, vous dites, la décentralisation a protégé le pays vers... vous vous interrogez, mais vous êtes abstenu de la question. Vous vouliez savoir si réellement la décentralisation a projeté le pays vers le développement, mais en même temps, vous avez reconnu que c'est la question qui sera débattue. Et vous évoquez la question de la rétrocession comme une épineuse question qui ne permet pas aux provinces de se développer. C'est bien ça? Oui. Alors, d'abord, la question par laquelle vous avez hésité. Moi, je pense que de façon précoce, il peut être constaté que sans avoir atteint des proportions majeures, la décentralisation a boosté, quoi qu'il en soit, le développement. Tenez, l'une des définitions de la décentralisation, c'est rapprocher l'administration des administrés. Ne serait-ce que par le découpage. Je le disais tantôt en parlant du pouvoir judiciaire, un gouverneur de Lubumbashi, une des provinces que je connais les mieux, un gouverneur installé à Lubumbashi avant 2015. Il était à parier qu'il ferait 5 ans sans être arrivé dans les coins et recoins, je veux dire, des territoires de l'ancien Katanga. Parce que c'était trop vaste. Qu'un gouverneur aujourd'hui de Kalemi, donc de Tanganyika, fasse l'itinérance et arrive dans le territoire de Moba, ou à Kongolo, ou à Nyunzu, ou à Manono, c'est bien possible. Et je pense qu'ils le font. Par contre,
le gouverneur du Katanga ancien, il ne pouvait pas faire Muchacha, nous sommes dans le Lualaba, faire Kamina, nous sommes dans le Olomami, faire Kongolo, nous sommes dans le Tanganyika, et Kipushi, ainsi de suite, au Katanga. C'était très très vaste. La présence d'une autorité de haut niveau inspire en soi des motifs de fierté et de développement. Alors, nous avons chacune des provinces maintenant qui conçoit son propre programme de développement. Ce n'est pas les 11 provinces, mais c'est les 25 plus la ville de Kinshasa. Et c'est ce programme qui sont financés, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais c'est clair qu'au-delà de fonds propres générés par les provinces à partir des taxes et des impôts, au-delà des rétrocessions, et je vais en parler à la seconde question, nous avons des bailleurs de fonds aussi, c'est ce qu'on appelle la coopération décentralisée, qui choisissent par-ci par-là des programmes à soutenir financièrement. Donc il est tout à fait clair, et les personnes vivant à l'intérieur du pays le savent très bien, de constater un début de développement à un rythme beaucoup plus avancé. Mais pour bien comprendre la chose, il faut visiter le Nord Kivu. La province du Nord Kivu, décentralisée, a pris beaucoup d'avance, malgré des effets de guerre, malgré des effets des volcans. Aujourd'hui, c'est une ville qui certainement fait des compétitions comme la troisième ou la quatrième ville du pays, pour ne pas parler de l'intérieur aussi. Donc je pense on ne peut pas du tout regretter d'avoir conçu ce programme. Du reste, il me semble personnellement que cette réforme est quasi irremplaçable. On ne devrait pas y aller dans le sens de reculer. Si on doit concevoir quelque chose, c'est dans le sens de renforcer ce qui existe. Et c'est là que se trouve, au bout de compte, le développement. Maintenant, la question de rétrocession. Il est bien vrai qu'il y a des plaintes au niveau des provinces. Nous avons des assemblées provinciales qui ont récemment fait quelques mois de retard. Donc les provinces et le fonctionnement en dépend. Bien sûr que ça pose problème, mais en même temps, les instructions ont été données au niveau du gouvernement. Je pense qu'au moment où nous parlons, il y a des fonds qui doivent être partis par rapport à tout ce retard. Maintenant, ça c'est une question ponctuelle. Justement, le but de la conférence ou du forum, c'est d'examiner toutes ces questions-là. Vous savez que dans la Constitution, il n'était pas question de rétrocession. La rétrocession est venue comme un substitut au principe de garder, si vous voulez, les 40%, de la rétention des 40% des revenus nationaux sécrétés en province et de les retenir déjà dans la province. Certainement, je sais qu'il y a des provinces qui sont plutôt très demandeurs de ça. Les provinces qui font beaucoup de recettes par des régies financières, de GDA, de GI ou de GERAT, ces recettes nationales, elles sont tout à fait orientées vers le respect de la Constitution et la rétention à la source. Nous allons nous interroger pourquoi cette disposition de la Constitution n'a jamais été appliquée. Mais en même temps, vous avez des provinces où, même si on disait garder les 40% de vos recettes, il n'y a pas assez. Donc, gérer le pays, c'est tenir compte de tout ça. À mon avis, par rapport à la question de rétrocession, il y aura des directives et des recommandations qui vont aller dans le sens de plus de régularité, et pas seulement des régularités de paiement, mais des régularités de paiement de tous les 40%, et non 15, et non 20, et non 25. Maintenant, les questions d'État sont telles que vous avez, quand la guerre éclate quelque part, ou quand la diplomatie l'exige, ça dépend des souverainetés
peuvent prévaloir. Mais en même temps, il n'y aura pas de réforme, il n'y aura donc pas de développement si on ne se fait pas de discipline pour le transfert de ces fonds. Parce que c'est le deuxième axe, à part le transfert des compétences, le transfert des fonds. Ça doit se faire. Mais cela étant, mes chers amis, et la population doit le comprendre, le transfert de rétrocession ne peut pas se substituer, la sécrétion de fonds. Ça veut dire la production par la collecte des impôts, des taxes et d'autres redevances, et par les provinces et par les ETD. Donc, la loi qui fixe la nomenclature des impôts, taxes et ETD, elle est décentralisée entre guillemets. Vous en avez au niveau national, vous en avez au niveau des provinces et vous en avez au niveau de chaque ETD. Donc les communes en Europe ou dans des pays décentralisés font des milliards comme budget. Comment? Si chaque maison à Kinshasa paye l'impôt foncier, vous imaginez quel sera le budget de cette ville? Ça sera des milliards. Donc il faut renforcer les capacités des personnes chargées de collecter les impôts. Il faut que le civisme fiscal soit enseigné. Et donc, on ne recevra en termes de développement que ce qu'on aura donné en termes de participation. Donc, le développement des provinces ne peut pas être vu seulement sous l'angle de la rétrocession. Non, c'est aussi sous l'angle de la capacité de collecter les impôts. C'est aussi sous l'angle, je vous l'ai dit, de cette solidarité qu'apporte la Caisse nationale des péréquations. Alors, si tout cela est mis ensemble, avec de l'expertise, avec du professionnalisme, avec la volonté politique, avec l'appropriation, telle que je l'ai dit, de la décentralisation, y compris par la population, nous avons à coup sûr le développement par devant nous. L'autre question, elle est similaire à celle-là, c'est que ça veut dire repartir sur de nouvelles bases. Repartir sur de nouvelles bases à l'issue du forum, ne pas remettre en cause la réforme de la décentralisation. Bien au contraire. Repartir sur de nouvelles bases signifie que là où les dirigeants des provinces, les dirigeants nationaux ont agi avec lenteur, avec négligence, avec, si vous voulez, sans être assez offensif, comme le veut toute réforme, que les choses changent. Je vais vous donner quelques exemples. Il n'y aura pas de transfert de compétences si, en province, si le niveau national retient les attributions déjà transférées, légalement ou par la Constitution. Si un ministre de l'enseignement primaire et secondaire, un ministre de la santé, un ministre de l'agriculture continue à se comporter au niveau national, comme ce fut le cas du temps de la centralisation du pouvoir, évidemment, il n'y aura pas de décentralisation. Donc, il est là pour concevoir la politique nationale dans ce secteur, mais les gouverneurs de province qui ont de vrais exécutifs provinciaux, parce qu'ils ont des gouvernements provinciaux, c'est à eux d'implémenter, de mettre en œuvre ces politiques nationales-là. Alors, répartir cette nouvelle base, c'est de dire à un ministre national qui relève d'un secteur décentralisé, lâchez les attributions et on les fait exercer. Mais il ne suffit pas de les lâcher au niveau, de les transférer, terme beaucoup plus propre, au niveau des provinces. Quand vous causez avec les maires des villes, ils se plaignent de ce que les gouverneurs de province gardent par devers eux les attributions dévolues aux ETD, donc aux mairies, aux maires, aux villes. Quand vous causez avec le bourgmestre, ils vous démontrent noir sur blanc que les maires de ville exercent les attributions dévolues aux communes. Nous avons 24 communes dans cette ville. Est-ce que le gouverneur de Kinshasa exerce les attributions des bourgmestres, oui ou non? Est-ce qu'il interfère? C'est des questions comme ça qu'on va évaluer. Et répartir ces de nouvelles bases, du moins dans ce secteur,
dans cet aspect, c'est de vérifier si le transfert de compétences est réel, au-delà de la loi, au-delà du texte. Je prendrai l'exemple de fond, mais je venais d'en parler déjà. Alors, la réforme, vous pensez qu'elle peut avoir produit plus de problèmes que de solutions. Vous vous référiez à la question de votre prédécesseur, de celui qui a posé avant, et vous demandez quelle serait la suite après le forum. Après le forum de 2007, nous avons eu les documents qui restait le document de référence, qui est toujours le document de référence. Donc, le document qui vous donne les 7 axes qui constituent pratiquement de thermomètre pour mesurer l'évolution de la décentralisation. Bon, maintenant, ce document va sortir renforcé au niveau des axes tels que la conférence va les détailler, mais on ira beaucoup plus loin. Je vous ai parlé ici des questions de gouvernance locale, des questions d'administration locale, des questions de développement local, provincial et local s'entend. Donc, les résolutions de la conférence, ou du moins le forum, est censé déboucher à des résolutions qui vont booster la réforme de la décentralisation. Et je le dis en connaissance de cause. Vous savez qu'en ce moment-là, j'étais le vice-président chargé des questions politiques, défense et sécurité. Lorsque la Constitution a été adoptée, nous y avons abondamment travaillé. Donc je suis le témoin de comment cette réforme a été conçue. J'en suis aujourd'hui de comment la réforme est exercée. Donc, si nous voulons, dans 5 ans, avoir de l'eau potable dans la plupart des ETD, ou de l'électricité solaire, ou que sais-je encore, nous devons l'avoir conçue. Nous participons à la vision globale de la nation. Donc, le ministère n'est pas quelque chose de détaché. L'apport en matière de développement local, justement, rejoint tout ce que le pays fait. Voyez le discours du Premier ministre lorsqu'il a présenté le programme du gouvernement. Le credo, c'est le redressement du pays à partir de la base. Il faut lire, vous êtes journaliste, il faut bien lire. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que le gouvernement est convaincu que sans la décentralisation, le pays ne va pas se développer. Et donc, il faut axer pratiquement les objectifs et les priorités à partir du développement à la base. Le contraire n'est pas possible. Il a été essayé pendant plus de 30 ans. Il ne s'est pas montré possible. Donc, la suite du forum, c'est un mieux-être. C'est le bien-être de la population que nous recherchons. C'est plus d'éducation de qualité, plus de santé de qualité, plus, si vous voulez, de conditions de vie de qualité, plus d'alimentation de qualité ou d'alimentation tout court du reste. J'ai des collègues comme celui de la santé qui demandent à intervenir, certainement dans les ateliers, il y aura de l'espace. Beaucoup de ministres et des ministères vont participer. Demain s'ouvre ici comment dirais-je, la commission préparatoire de cette conférence et va travailler jusque lundi, mardi par là. Et lorsque elle cesse, nous débutons la grande conférence. Alors maintenant, vous avez dit que je serai à la base d'une décision qui est décriée, qui a créé la commune de Minembwe, et que ceci est le fruit de la décentralisation et comment je peux l'expliquer. C'est plus ou moins le terme que vous avez utilisé. Voilà. Voici ce qui est vrai, voici ce qui est faux. Je suis ressortissant de ce coin du pays. Nous sommes donc dans le territoire de Fizi. Minembwe prend et Fizi et le territoire de Mwenga. Vous avez également le territoire d'Ouvira, où au niveau des hauts plateaux,
En fait, ce coin du pays a le littoral près le lac Tanganyika. Nous ne parlons pas de l'espace le long du lac Tanganyika, ni le moyen plateau. Nous parlons de hauts plateaux, un espace de prairies qui est bon pour l'élevage. Alors, je viens de ce coin. Ce coin est habité par plusieurs communautés. Aujourd'hui, ce coin du pays connaît des troubles. Pour être beaucoup plus précis, connaît la guerre. Et la guerre est faite de qui? Des groupes armés. Les groupes armés, si vous voulez, font la guerre à la population des hauts plateaux de Minembwe. Le prétexte de l'existence de la commune, comme je le dis, c'est un prétexte, c'est quelque chose d'imaginaire. Il fallait trouver un prétexte pour certains. Je suis dans l'opposition en 2013, lorsque Matata Ponyo, Premier ministre, prend un décret. On ne devait pas simplement, en termes de décentralisation, découper les provinces. Il fallait également créer de nouvelles villes et créer de nouvelles communes. D'ailleurs, dans le processus, ça va continuer. Parce que vous avez encore des territoires comme Bafosende qui dépassent, ou Chabunda, qui dépassent des pays qui nous entourent. Donc, nécessairement, le découpage, lui, au niveau plus bas, va continuer. En déplaise à qui ça n'arrange pas. Et beaucoup sont demandeurs d'ailleurs, parce que c'est la seule façon de rapprocher l'administration des administrés. Et donc, en 2013, le pays est de plein pied dans la décentralisation, et à part le découpage des provinces, qui va connaître sa matérialisation en 2015, nous avons déjà en 2013 un décret du Premier ministre qui crée de nouvelles villes et de nouvelles communes. Beaucoup. C'est en termes de plusieurs dizaines, si pas centaines. Si vous êtes vraiment curieux pour la question, demain revenez, on va vous remettre ces décrets et vous verrez le nombre de villes qui ont été créées, le nombre de communes qui ont été créées. En 2013, je ne suis pas au gouvernement. Je ne viendrai au gouvernement qu'en 2016, au mois de décembre. D'ailleurs, j'ai commencé les fonctions pratiquement au mois de janvier 2017. Et parmi ces communes, une multitude de communes qui sont créées au niveau du pays, vous avez une commune dans Fizi qui s'appelle Minembwe. Mais attention, dans le même territoire de Fizi, il y a beaucoup d'autres communes qui sont créées. Non seulement des communes, il y a même une ville qui est créée, la ville de Baraka. Dans les territoires voisins d'Ouvira, vous avez plusieurs communes qui sont créées. Pratiquement toutes les agglomérations de la plaine de la Ruzizi sont devenues des communes. Mais vous avez aussi une ville qui est créée, la ville d'Ouvira. Allez dans les territoires de Mwenga, je vous ai parlé de ces trois territoires, vous avez beaucoup de communes qui sont créées, en plus d'une ville qui est créée. Kamituga. Il y a des maires de villes dans toutes ces communes. Alors, lorsque, en 2015, ce décret est suspendu, l'une des raisons, c'est qu'on a mis la charrue devant les bœufs. Parce qu'on ne pouvait pas mettre en œuvre ce découpage de communes et de villes avant d'avoir de nouvelles provinces. Et c'est ce qui arrivera, si vous voulez, en 2015. Et en 2017, c'est le Premier ministre qui crée. Donc, un ministre reste de la décentralisation. N'a pas le pouvoir de créer une commune. C'est un pouvoir qui relève du décret. Les ministres signent les arrêtés. Et donc, lorsque Tchibala prend un décret pour lever la surséance de 2015, c'est Tchibala, Premier ministre, c'est pas Rouberois. Ainsi donc, il y a un canevas qui permet qu'au fur et à mesure, toutes ces villes déjà créées, il y en a beaucoup, soient installées. Vous avez Kasumbalesa qui est une ville aujourd'hui, qui est installée. Ouvira, Baraka, Kamituga justement, et d'autres. Mais vous avez aussi beaucoup de communes qui sont installées dans plusieurs provinces. Et l'une de ces communes, c'est Minembwe. D'autres villes
et selon la loi de programmation, d'autres villes et d'autres communes vont être installées au fur et à mesure. Et le découpage va se poursuivre. Donc les personnes qui inoculent dans l'opinion ce genre d'opinion, c'est des personnes absolument mal intentionnées. Le problème est ailleurs. Jamais je n'ai créé une commune, jamais je n'ai eu de pouvoir de créer une commune. Je suis ministre pour mettre en œuvre des textes qui sont pris au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, au niveau du chef de l'État, au niveau, si vous voulez, du Premier ministre. Maintenant, s'il y a une question qui relève de mon pouvoir, c'est comme ce forum ou d'autres questions, ça va de soi. Alors, il faut bien aider la population à comprendre. Ce qu'il y a à Minembwe, c'est une guerre. Et sans m'écarter de cette conférence, il y a la communauté Banyamulenge en particulier qui est littéralement visée. Il y a, en période de guerre, toutes les communautés sont touchées. Il y a une crise humanitaire sans précédent. Vous avez des dizaines de milliers de personnes qui sont dans l'errance. Le gouvernement est déjà intervenu tout au début, mais la grande aide du gouvernement est encore attendue. Les forces de l'armée sont sur place. Elles essayent, tant bien que mal, de faire la situation, d'imposer la paix et la sécurité. C'est encore un sujet d'attente. Donc on continue à attendre qu'il y ait la maîtrise de la situation. Mais des aspects les plus préoccupants, c'est des aspects d'épuration ethnique. Et là, c'est quelque chose pour lequel la communauté nationale doit se lever et condamner et tourner la page pour que la cohésion nationale puisse continuer comme dans le passé. Il y a eu beaucoup d'appels dans ce sens, y compris des appels des évêques. Donc, ceci dit, vous avez des entités, et c'est ça la raison d'être de la question, je crois. Les entités n'ont pas simplement qu'à se développer. Ils doivent être sécurisés. C'est des cas comme Béni aujourd'hui, avec la situation de terrorisme, ça vous amène à perturber. C'est l'un des coins du pays, le nord, le grand nord comme on l'appelle, c'était l'un des coins du pays les plus rapides en matière de développement. Justement parce qu'ils ont eu deux villes en très peu de temps, Béni et Butembo. Alors, mais depuis 2, 3, 4 ans, vous avez ce phénomène de guerre et de terrorisme qui pratiquement retarde le développement de cette contrée, alors qu'elle était les hommes d'affaires congolais les plus prospères sont de là. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement un malheur qui s'abat sur ces entités territoriales décentralisées qui sont Béni et environ. Voilà, donc nous devons regarder toutes ces questions. Bien sûr qu'il y a mes collègues de l'intérieur de la défense qui s'occupent de ces aspects sécuritaires au jour le jour. Ici, on parle de développement, mais il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de développement sans paix. Deuxième série, on va... Alors, pour la deuxième série... Matérialisé en 2015. On est passé de 11 à 26 provinces. Vous êtes d'accord avec moi que les gouverneurs qui sont installés à la tête de ces provinces, vous en avez les moyens? Aucun gouverneur n'a fait la ronde de la province. S'il se déplace, c'est là où il trouve utile. Pire encore, dans la ville de Kinshasa, on a même des gens qui sont des bourgmestres qui n'habitent pas les communes à la tête desquelles ils ont été placés. Et cela m'amène à conclure que l'objectif apparemment n'a pas été pour promouvoir le développement, mais plutôt la motivation était politique. Et actuellement, il y a l'instabilité, vous l'avez même souligné lors de votre introduction. Il y a des gouverneurs qui viennent à peine de s'installer, il y a déjà des motions de défiance, ça part sur base des informations, ou ce sont des sentiments. Donc, c'est comme si tout est politisé. Et quelles sont les précautions que vous entrevoyez
pour qu'à la fin de ce forum, dont les assises vont bientôt s'ouvrir, pour que nos provinces soient évitées, épargnées de la politisation, mais qu'il ait des véritables gouverneurs à même de faire des projets de développement. Originaire de cette province, apporte beaucoup plus de bonheur à la province. Je pose la question parce que à l'époque de la centralisation, on a connu des gouverneurs non originaires de ces provinces, mais qui ont fait des grandes réalisations. Merci. Issus de ces forums auront la difficulté d'être appliqués à Beni, pratiquement dans le Grand Kivu, à cause de tous ces massacres et tueries. Nous remarquons que les gouverneurs ne durent pas. Les gouverneurs sont souvent destitués, puis ils n'ont pas la possibilité de bien gouverner parce que les assemblées provinciales les interpellent tout le temps. Alors je voulais savoir, à la fin de ce forum, est-ce que nous pouvons nous attendre à des résolutions qui pourront mettre un terme final à toutes ces tracasseries et puis à toute cette instabilité? Je suis d'accord avec vous que globalement, les gouverneurs n'ont pas fait d'itinérance comme on l'aurait espéré, parcourir leur province. Mais je suis aussi d'accord qu'ils l'ont fait plus que du temps de la centralisation de pouvoir. Je vais donner des exemples ici. Donc, un gouverneur basé à Kalemi, pour aller à Moba ou à Nyunzu ou à Kongolo ou à Manono, à coup sûr, il aura fait que si on était resté dans le régime d'un gouverneur qui est à Lumbashi, qui doit parcourir l'ensemble de la province. C'est valable pour l'ancien Équateur. Un gouverneur qui est basé à Badolite aujourd'hui, ou à Gemena, il est certainement plus disposé, et il est fait certainement, à aller dans tel coin de la province, la nouvelle restreinte, que si on avait un gouverneur basé en Mbandaka, qui lui peut-être serait parti dans les grandes villes, Gemena, Badolite, mais qui n'irait pas à l'intérieur. Maintenant, est-ce que ce qu'ils ont fait, c'est suffisant? Je ne crois pas. Déjà, on n'a pas les statistiques, mais il me semble que votre question repose sur une certaine vérité. Donc, il faut faire plus. Si les motifs qui le guident, c'est des motifs politiques, ça sera de crier. Quel est le lieu où il faut les dénoncer, si pas dans le forum? C'est exactement le forum, c'est ça même l'objet du forum. Qu'un bourgmestre de commune à Kinshasa ne réside pas dans la commune qu'il dirige, c'est un tort, c'est une forfaiture. L'une des mesures devrait être justement d'obliger chaque bourgmestre à vivre les conditions de la commune qu'il dirige. Obliger l'itinérance des gouverneurs de province, fait le tour de l'ensemble des territoires et même comment dirais-je, des secteurs ou des chefferies chaque année. Il faut qu'il y ait des résolutions. Je suis avec les membres de la commission ici. En fait, le forum a commencé par vous. Donc, on va prendre même vos questions et il faudra qu'on vous invite. Comme ça, vous nous accompagnez jusqu'à la fin et vous nous aidez à vulgariser tout ce qu'il y a comme... c'est aussi ça, la contribution à la décentralisation par la presse, le quatrième pouvoir. Donc, je comprends parfaitement, c'est légitime ces soucis, et on va non seulement les analyser en forum, interpeller les gens, mais en même temps faire des recommandations qui vont dans ce sens. Vous dites par ailleurs que l'instabilité politique à laquelle a fait allusion votre dernier collègue qui est intervenu donne l'impression que tout ceci, la réforme a été, je vous prête le mot, boutiquée pour des raisons politiques et non des raisons de développement. Non, je ne crois pas. La réforme peut ne pas atteindre les objectifs pour lesquels elle a été initiée. Ça peut arriver.
Mais dans la conception, et je vous l'ai dit, des choses que je connais, c'est parce qu'il y avait en fait un débat, un grand débat entre les unitaristes et les fédéralistes. Et donc, le moyen terme, pour vous épargner de tous les détails qui étaient trouvés, c'est de dire nous prenons une forte décentralisation. Nous sommes l'un des rares pays aussi du Sahara qui connaissent l'élection des gouverneurs des provinces. C'est un peu comme dans les pays au système fédéral, comme aux États-Unis, où les gouverneurs sont élus. Aujourd'hui, vous avez cet exemple, bien sûr, en Afrique du Sud, au Sénégal, plutôt pas au Sénégal, au Kenya, mais ce n'est pas des États fédéraux, c'est des États fortement décentralisés comme notre pays. Hein? Donc, ce n'est pas politique, au sens politicien, je crois. Oui, c'est comme politique de développement, oui, mais pas comme politique politicien. Donc, il n'y a pas de façon de développer la RDC. C'est ce continent, ce sous-continent qui est au cœur du continent. Nous parlons de développement ici. Il n'y a vraiment pas de visée politicienne. Celui qui développera la RDC, c'est celui qui croira dans la réforme et qui appliquera la réforme de la décentralisation. Le reste, c'est de la spéculation. Parce qu'il faut être sûr que l'eau courante, potable, est arrivée dans chaque maison, que la nourriture mangée, c'est décentralisé, que nous trouvions de l'argent, que nous achetons des machines. Si c'est piloté par Kinshasa, ça n'ira pas. Maintenant, vous dites, par un de vos collègues, je crois, qui a suivi, dans le temps, on a connu, une de ces questions, Radio Okapi, des gouverneurs qui n'étaient pas originaires, mais qui ont bien géré. Absolument. Nous avons Condé, à Goma, preuve à l'appui, il a été élu en 2011, je crois. Il était député. Mais là, il a joué chez lui. Tout ça, voilà maintenant la politique, c'est là qu'elle est. Ça, c'est de la pure politique. Alors, il a laissé une bonne image du temps de la Deuxième République. Il est revenu des décennies après. Il a été réélu. Il a été élu plutôt comme député. Bon, maintenant, voici comment les gens se trompent. Lorsque nous considérons que ne peuvent être candidats que les originaires des provinces, la loi ne le dit pas. La loi ne dit pas que si je suis, comment dirais-je, du Sud Kivu, je ne peux pas être candidat à Kinshasa. Mon parti a déjà eu un sénateur dans cette ville de Kinshasa. Il était originaire du Sud Kivu. Donc, pendant ces élections ici, on a eu des candidats, je crois que c'est dans le Haut-Touélé, quelqu'un, Haut-Touélé ou Bazouélé, qui n'est pas du tout de la province. Disons, quand on sélectionnait les candidatures, je crois que les gens ont dit lui dire non, tu n'es pas de là, faites attention, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Peut-être qu'il a dû lâcher. Mais vous êtes né, ou vos parents sont nés en Caroline du Nord. Mais vous avez grandi en Californie, où vous êtes professeur d'université, avocat, médecin, homme d'affaires. Aux États-Unis, vous vous présentez comme candidat gouverneur en Californie, même candidat sénateur d'ailleurs. Donc il faut transcender ces questions de régionalisme, de provincialisme, de tribalisme, ça ne va nous amener nulle part. Si à Kwilu, il y a quelqu'un originaire du Congo central, ou de je sais pas moi, du Nord Kivu, qui a grandi là-bas, qui a des écoles là-bas, hein? Puis un pasteur, que sais-je, quelqu'un qui a évolué dans la société civile, s'il se présente comme candidat, la population devrait croire en lui. Qu'est-ce que les originaires, par ailleurs, vous apportent de particulier? Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'un gouverneur originaire de la province ne peut pas la faire prospérer, non. Vous avez dit, on a connu beaucoup de départs. Le Sud Kivu est la province qui a connu le plus grand nombre de départs. En 12 ans, on a eu 4 gouverneurs. Mais le Nord Kivu n'a eu qu'un seul gouverneur sur les 12 ans. Il est originaire. Kassai oriental n'a eu qu'un gouverneur sur les 12 ans.
Bon, maintenant, développer et rendre prospère une province, ça dépend de plusieurs facteurs. Parfois, la volonté ne suffit pas. Mais si vous en avez, vous avez une bonne vision et des bonnes valeurs, et quand je parle des valeurs, c'est notamment la lutte contre la corruption. On n'aura jamais des dirigeants qui vont réussir à combattre la corruption s'ils sont eux-mêmes corrompus. C'est impossible. Parce qu'ils partagent des commissions et ceci et cela. La réforme ici, si elle n'est pas accompagnée de sanctions, rien n'ira. On est dans la société humaine. Un gouverneur, j'en viens maintenant à la question de l'instabilité, s'il a mal géré, il doit partir. Dans les séminaires que je donne, je dis qu'il faut être impitoyable, député provincial, pour un gouverneur qui a mal géré, qui a pris les ressources de la population pour ses propres ressources. Maintenant, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que lorsque les députés provinciaux sont dans les besoins d'argent, ils fabriquent des motions. Et ces motions n'ont pour fondement que le retard d'argent. Alors, quand c'est vu sous cet angle-là, ça, ce n'est pas de la démocratie, ce n'est pas de la décentralisation. Et ça ne peut certainement pas conduire au développement. Donc, toutes ces questions seront examinées. Et peut-être qu'on va arriver à la réforme, pour revenir à la dernière question. Qu'est-ce qu'on fait avec ces instabilités? Est-ce que le gouverneur de l'Ituri, le gouverneur de Olomami, qui sont déjà tombés, est-ce que les dossiers de mes gestions sont bien ficelés? Peut-être oui, je n'en sais rien. On peut mal gérer pendant un mois, on signe un contrat qui vous fait donner des millions par rapport à la province. C'est possible. Mais il faut des paramètres objectifs. Il faut éviter les sentiments, il faut éviter les émotions, il faut éviter le règlement des comptes, il faut éviter le tribalisme. Nous avons des questions dans la province du Congo central, dans la province de Olomami, dans la province de l'Ituri, et ça bouillonne dans les Sankourou, et ainsi de suite. Bon, maintenant, il y a d'autres raisons qui peuvent être purement politiques, parce que la politique veut la loyauté. Donc, c'est des terrains qui sont jouables, mais pour ne pas sacrifier l'essentiel. Il faut toujours avoir des limites et des lignes rouges qu'on ne peut pas dépasser. Peut-être que, je parlais de réforme dans la réforme, peut-être qu'on va arriver à proposer, sans réduire les prérogatives des provinces et des ETD, à trouver des solutions pour qu'un gouverneur ne parte vraiment que quand légalement et rationnellement il doit partir. C'est la même chose pour le président de l'Assemblée, ainsi de suite. Maintenant, il faut éviter des amitiés, des copinages. Il y a aussi des gouverneurs qui restent longtemps en fonction parce qu'ils ne font que donner de l'argent, ils ne font que corrompre. C'est ça le revers de la médaille. Donc, ce n'est pas parce qu'ici on a gardé la stabilité que c'est forcément pur. Non, c'est peut-être une stabilité achetée. Donc, nous devons ouvrir, c'est ça la démocratie. On a la chance d'avoir des réformes qui nous réussissent. Nous sommes à un moment où le transfert de pouvoir dans ce pays, alors que tout le monde pensait que ça serait la catastrophe, ça s'est très bien passé, comme à la Maison-Blanche, comme au niveau de l'Élysée. On a vu un président quittant ses fonctions majestueusement et l'autre entrant majestueusement. Alors, il faut soutenir cette vue que les jeunes notamment ont réalisée à d'autres niveaux. À d'autres niveaux, et ça passe par la vision et les valeurs. Voilà. Est-ce qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu? Non. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Voilà. Vous dites, oui, voilà. Le forum est centré sur la décentralisation et donc le développement. Mais comme je le dis, il n'y a pas de développement sans la sécurité. Donc, des coins du pays qui sont aujourd'hui au niveau de troubles ou troublants, c'est Béni,
et environ, c'est Bunia dans cette mesure et c'est Minembwe dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira. Alors, il est vrai que le forum n'est pas convoqué pour parler des questions de sécurité. Mais il est vrai que nous allons réaliser à travers les forums qu'on ne peut pas développer les provinces et les entités sans la sécurité. Donc, mes collègues de l'intérieur et de défense doivent être à l'Assemblée nationale si le programme a été maintenu. Ils étaient invités pour répondre aux questions. Nous travaillons comme gouvernement de façon complémentaire. Comme notable du Sud Kivu, ou plutôt du Kivu, je pense que ce problème doit être réglé parce que le nombre de morts qu'il y a interpelle les consciences. Maintenant, lorsqu'on voit le terrorisme, comment il est combattu dans le monde, ailleurs, ce n'est pas un seul pays qui le fait. Pendant le régime précédent, il a été dit plusieurs fois c'est du terrorisme. Tout le monde a dit non, ce n'est pas du tout du terrorisme. Ce n'est pas du tout du terrorisme. Aujourd'hui, même les experts les plus avisés ont conclu que la situation de Beni, c'est du terrorisme. Maintenant, comment le terrorisme est combattu au Maghreb? Comment le terrorisme est combattu en Syrie? Comment le terrorisme est combattu à travers le monde? À partir du 11 septembre, c'est ça? Le monde a changé. Il y a beaucoup plus de moyens qui sont mis dedans. C'est une affaire, pas d'un État. Mais le combat contre le terrorisme, c'est une affaire de la communauté internationale. C'est une affaire de la communauté des nations. Le gouvernement n'a certainement pas des moyens suffisants pour éradiquer un phénomène de terrorisme qui a déjà pris date depuis 2-3 ans. Vous voyez les Français dans le Maghreb, une grande coalition, et ailleurs. Donc, on est comme abandonné pratiquement. Dès lors que tout le monde reconnaît que c'est du terrorisme, je propose, la solidarité nationale. Chacun doit se sentir concerné. C'est en fait parfois ce qui manque. Une nation que nous sommes, c'est un corps, c'est l'image d'un corps. Si le bras a mal ou le doigt, je pense ça comme Beni ou Minembwe ou Bunia, c'est le corps entier qui a mal. Mais vous trouvez des gens pour qui absolument ça ne dit rien. On pouvait faire des collectes pour des besoins fondamentaux de base par rapport aux victimes. On pouvait exprimer la solidarité de la façon la plus forte pour que les Nations Unies le comprennent. La solution n'est pas de s'attaquer physiquement à la MONUSCO. Je le dis comme un homme d'État. La solidarité nationale doit s'exprimer de plusieurs manières. Nous devons soutenir nos forces armées qui, de plus en plus, engagent, si vous voulez, des bénéfices sur les champs de bataille. Mais en même temps, la solidarité internationale oblige que toutes ces grandes nations, membres du Conseil de sécurité notamment, regardent avec le bon œil. Parce que, regardez, si ce phénomène de terrorisme s'accroît dans ce pays, avec la forêt équatoriale, mais c'est beaucoup plus fort que dans le désert. Comment vous faites pour éradiquer le terrorisme qui va se répandre dans la deuxième forêt la plus vaste du monde? Ça sera beaucoup plus compliqué. Et à Beni, c'est notamment l'environnement, la forêt, parce qu'ils sont là-dedans, très loin, difficile de les atteindre. Donc il faut des moyens sophistiqués, il faut des moyens ultra modernes pour éradiquer ces phénomènes. Voilà. Donc, je crois que nous sommes sur le bon chemin. Le chef de l'État, vous le suivez, il a pris beaucoup de décisions, et des décisions courageuses tous ces derniers temps. Nous espérons que
Béni le terrorisme sera éradiqué, de sorte que le développement soit la réalité, continue d'ailleurs, parce qu'ils étaient en avance par rapport aux autres parties du pays, mais également partout se posent des problèmes de sécurité. Je vous remercie. Et rendez-vous le 11.